Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans un nouveau Finary Talk sur la bourse. C'est le cinquième et ce soir, on reçoit Nicolas Chéron, un expert des marchés, stratégiste et commentateur chez Zone Bourse. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Mounir, bonsoir à tous. Avant de parler de la bourse, des marchés qui s'envolent, de la bourse qui bat tous les records, on va parler de Finary, puisque Finary, c'est un logiciel qui vous permet de suivre l'ensemble de votre patrimoine boursier, mais pas que. Il y a aussi l'immobilier, les cryptos, l'immobilier, la pierre qui est la classe d'actifs préférée des Français. Et Finary, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps? Eh bien, plein de choses, surtout eh bien, c'est la sortie de notre appli que je voulais évoquer avant de commencer. On a sorti une application sur iOS. Donc, si vous ne l'avez pas, je vous invite à scanner ce QR code qui se présente à votre écran et vous pourrez la télécharger gratuitement, évidemment, et donc suivre votre patrimoine. Vous pouvez connecter tous vos comptes, dont Trade Republic, dont DeGiro, les plus gros brokers, toutes les grandes assurances vie, les PA, etc. Tout est disponible. Si vous êtes sur Android, c'est pas grave. Ça va quand même bien se passer puisqu'on travaille vraiment d'arrache-pied sur l'app Android. Elle arrive très très bientôt. Apparemment, c'est la semaine prochaine. Voilà, on m'a dit ça dans l'oreillette. Donc, vous pouvez déjà la précommander en scannant ce code. Si vous la précommandez, en fait, vous serez le premier. Vous l'obtiendrez dès la sortie. Donc, dès qu'elle sera mise sur le Play Store, vous l'aurez. Elle est aussi gratuite, évidemment. Allez-y, vous pouvez la précommander et vous verrez qu'elle est extrêmement riche. On a développé énormément de fonctionnalités nouvelles. Donc, ça va être top. Et enfin, une dernière chose que je voulais évoquer, c'est la simulation de Monte-Carlo, dont on avait parlé, Nicolas. Je pense qu'une des premières fois qu'on s'était parlé, tu m'avais évoqué cette simulation, on avait parlé des outils qu'on pourrait mettre à disposition des utilisateurs. Voilà, ça en est un. C'est quelque chose qui est unique, puisque en fait, on lance une simulation de Monte-Carlo qui est un outil algorithmique qui permet de projeter votre patrimoine dans le futur en se basant sur des données historiques et en faisant des simulations aléatoires. C'est un outil qui est très complexe à mettre en place, qui est très commun dans la gestion de fortune, mais un investisseur particulier n'aura pas forcément accès à ça, à part si c'est un mathématicien ou si c'est quelqu'un qui aime vraiment bidouiller le code. Donc là, vous pouvez la lancer en fait depuis votre profil Finary en un clic et vous aurez une tendance hyper intéressante sur la trajectoire de votre patrimoine. Vous pouvez indiquer les investissements que vous faites tous les mois, vous verrez la performance et vous verrez aussi des analyses. Et donc, c'est un outil qui va évoluer dans les semaines à venir. Il y aura beaucoup de nouvelles choses. Vous pourrez ajouter des événements de vie. Par exemple, un achat d'appartement, vous pourrez simuler une crise. Donc, il va se passer plein de choses. Vous pouvez partager évidemment vos retours. Vous le savez, Finary, ça a été construit avec vous, la communauté. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer tous vos retours sur cette simulation. On a déjà reçu plein d'avis enthousiastes, mais on veut aller encore plus loin. Et on veut vraiment permettre à tous les investisseurs individuels de finalement d'atteindre leurs objectifs et que leur patrimoine serve leurs objectifs. Donc voilà, assez parlé de Finary. Donc ça, c'est que disponible sur le site web, mais voilà, vous pouvez y aller, finary.com. Assez parlé de Finary, on va passer au sujet. On va passer au sujet de la bourse et on va passer à toi, Nicolas. Je retire les slides. Voilà. Nicolas, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton parcours et aussi nous expliquer ce qui t'a finalement attiré vers la bourse et les marchés actions? Alors, bonsoir à tous. Je te remercie de nouveau Mounir pour cette invitation. Bon, tu as déjà laissé entendre à nos lecteurs que j'avais déjà un compte Finary que j'ai effectivement testé ces derniers temps. Et je dois dire avant de commencer que c'est effectivement parce que j'ai trouvé le concept de Finary très intéressant qu'on a discuté et qu'on s'est dit qu'on pourrait faire un webinaire ensemble sur l'éducation financière, boursière et l'investissement et la création de patrimoine de long terme, qui est aujourd'hui une clé de voûte de l'investissement pour notamment les jeunes et les moins jeunes. Et voilà, je trouve que c'est une très bonne idée que d'avoir voulu, de continuer d'alimenter et de vulgariser et d'apprendre aux gens comment investir, puisque malheureusement, on nous l'apprend pas à l'école. Alors, me concernant, je suis pas d'une éducation particulièrement boursière. Mes parents n'en faisaient pas beaucoup.
du tout même. C'est un oncle qui a coté sa société en bourse alors que j'avais 16 ans qui m'a pour la première fois parlé de bourse. Et c'est vrai que Génial. mes premiers deniers mis de côté quand j'étais jeune ont été pour acheter l'action de quelqu'un que je connaissais. Et c'est ça qui m'a passionné. Ensuite, en 2000 à peu près, j'avais un peu d'argent de côté que j'ai voulu mettre en bourse. Mon banquier m'a gentiment indiqué des très belles SICAV à acheter alors qu'on était en plein dans la bulle Internet. J'ai perdu 50% en 3 ans. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit que si un banquier avait perdu 50% en 3 ans, que je devrais réussir à pas faire bien pire. Et que j'allais donc commencer à creuser la bourse, à m'y intéresser. C'est ainsi qu'alors, en école de commerce, je suis rentré en stage chez Fortuneo, qui est un courtier parisien, chez qui je me suis occupé de la publicité, mais également de la gestion de la première plateforme de blog de bourse qui s'appelait à l'époque Blog Bourse. Et en fait, tu vas le voir dans mon parcours, j'ai toujours eu un double parcours, c'est-à-dire financier, investissement et analyse, mais aussi réseaux sociaux, médias et autres. Après avoir travaillé chez Fortuneo, je suis allé faire mes armes chez Zone Bourse. Zone Bourse, chez qui je suis retourné en fait l'année dernière, 15 ans plus tard. Donc Zone Bourse, c'est la famille, c'est les amis, c'est une magnifique société. C'est un des derniers sites français de bourse indépendant. C'est le deuxième site le plus vu après Boursorama. C'est des millions de visiteurs uniques. Et c'est un contenu d'une extrême qualité que l'on peut consulter gratuitement en étant simple lecteur ou membre. J'ai travaillé 3 ans chez Zone Bourse, puis ensuite il fallait que je fasse mes armes, donc je suis monté à Paris. J'ai travaillé pour FXCM, Forex Capital Market, qui à l'époque était le premier courtier mondial sur l'échange. Donc l'échange, c'est l'euro contre le dollar, l'euro contre le franc suisse, le yen, etc. Et je faisais à ce moment-là de la vulgarisation, de l'éducation. J'expliquais l'analyse technique, l'analyse fondamentale, les politiques de banque centrale, ce qui expliquait les mouvements sur les monnaies. Je parlais aussi un petit peu des matières premières, or et argent, qui parfois sont considérées comme des monnaies. Et puis un peu des indices boursiers. J'ai fait ça pendant 5 ans. Après, je suis allé chez CMC Markets en Angleterre. J'ai fait ça pendant 2 ans. Puis j'ai travaillé pour Bink. Bink, c'est un courtier hollandais qui s'est fait racheter par le groupe Saxo Bank il y a 1 an et demi. Récemment, ouais. Et quand je suis revenu chez Bink, en fait, je suis revenu à mon amour de jeunesse, c'est-à-dire le marché action, le marché que je préfère, que je trouve le plus propre, le plus passionnant et plus intéressant pour un investisseur, afin non pas de spéculer, mais de se créer un patrimoine de moyen long terme. Et depuis novembre l'année dernière, donc depuis 1 an, je suis revenu chez Zone Bourse, chez qui j'écris des stratégies, chez qui je fais des vidéos hebdomadaires sur la chaîne YouTube de Zone Bourse. Je fais une vidéo qui fait à peu près 1 heure toutes les semaines où je fais une explication des derniers mouvements du marché, de la macroéconomie, des facteurs qui font bouger les marchés. Et ensuite, je fais l'analyse en temps réel d'une vingtaine, une trentaine d'actions qui m'ont été demandées par mes lecteurs en amont de cette même émission. Je passe sur BFM toutes les semaines, je passe sur Bismart tous les mois, je suis souvent cité dans les médias. Je suis pas le meilleur analyste du monde, je suis pas le meilleur conseiller du monde, je suis pas là pour vous dire quelle sera la prochaine action qui va monter. Simplement, à 37 ans, j'ai 20 ans de bourse dans les pattes. Je sais ce qui fait perdre les investisseurs particuliers aujourd'hui en France et je sais quelles pratiques mettre en place pour se donner plus de chances de pouvoir être gagnant sur le long terme. Et c'est ça que j'essaye de véhiculer dans mes interviews depuis 1 an que je suis chez Zone Bourse, que il n'y a rien de mieux que l'investissement et non pas le trading, et que plus on investira à long terme, plus on pourra profiter de la 8e merveille du monde, qui est les intérêts composés. Exact. La fameuse Voilà. citation. Voilà à peu près mon parcours aujourd'hui. Après, je Trop suis bien. également investisseur. Je suis investisseur depuis des années. J'ai des participations. J'ai un petit peu, vu qu'on parle chez Finery d'enveloppe globale, voilà, j'ai un tout petit peu d'immobilier. J'ai des participations dans des sociétés. Donc, j'ai fait du private equity ces 10 dernières années dans 3 projets différents. Et puis après, fonction des périodes, de la crypto, des actions, des plans long terme et ou du trading, sachant que je ne traite pas les actions françaises puisque je suis stratégiste dessus, donc dans
dans une démarche de déontologie, je ne traite pas ce dont je parle. Voilà. Ça marche. Ça marche, mais justement, tu as parlé de l'éducation qui est un sujet clé. Oui. Aujourd'hui, quelqu'un qui débute en bourse, tu lui dirais quoi? C'est quoi ta règle cardinale ou les quelques règles que tu donnes à tout le monde pour, avant de se lancer ou au moment où il veut peut-être un peu accélérer sur les investissements? Les grands principes. Alors, tac, 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 tac. La phrase choc que je sors dans mes interviews ou dans des conférences, c'est 90% des traders particuliers perdent de l'argent en bourse, 90% des investisseurs qui font du long terme plus de 10 ans gagnent en bourse. Fin du game. Point à la discussion. Je sais, ça paraît tout bête, mais la bourse, c'est comme l'immobilier, ça monte depuis 100 ans, mais il y a des cycles, il y a des phases, il y a des crises. Simplement, ces phases et ces crises, quand on les nivelle, quand on les moyenne, quand on regarde sur 15 ans, 20 ans, 25 ans, l'investisseur ne les voit même pas. Au final, elles ne sont pas des si grands risques que ça, mais plutôt des opportunités d'acheter des actions moins chères dans une optique de hausse des marchés, puisque naturellement, les marchés sont voués, sont faits, sont calculés, sont créés pour monter. Voilà. Donc tu dirais d'être patient et d'investir du coup régulièrement, de lisser son risque quelque part. Alors, il y a pas mal de choses qu'il faut pas faire et faire, mais je dirais que il faut éviter le trading, il faut pas faire du court terme, il faut arrêter de passer son temps à checker son téléphone 4 fois par jour. Il faut pas regarder Finari une fois par semaine, ça c'est important. C'est ça. Il faut pas faire que de l'analyse technique ou de l'analyse fondamentale, mais faire les deux. Il faut toujours extrapoler ce que peut faire une société ou son action dans les trimestres et dans les années qui viennent et pas dans les jours qui viennent. Il faut regarder des graphiques hebdomadaires et mensuels plutôt que de regarder des graphiques horaires. Faut arrêter d'aller trader les biotech, faut arrêter d'aller trader des micro-caps, faut arrêter de trader en effet de levier, faut pas faire des indices où vous allez vous faire plier, faut pas faire des CFD sur matières premières, vous allez vous faire plier. Faut faire des actions sans levier, à moyen terme, sur des dossiers de qualité. Et puis surtout, parce que c'est une spécialité des Français, arrêtez d'acheter des actions qui baissent, arrêtez d'essayer de deviner le point bas sur des actions qui sont moches à long terme. Ce qui est rare est cher. Et donc, parfois, il vaudra mieux payer plus cher quelque chose de rare et qui deviendra plus rare et plus cher plus tard que d'acheter des valeurs qui baissent en espérant qu'un jour, elles remontent. Parce que je rappelle que France Télécom était à 200 € en l'an 2000, que Orange cote 13 € aujourd'hui, 10 € même, et qu'elle n'aura et elle ne retrouvera jamais son prix, de même qu'Eurotunnel ne retrouvera jamais 50 €. Les marronniers français, ouais. Donc, les fameuses phrases du genre pas vendu, pas perdu, ça, c'est une des pires choses pour l'investisseur particulier français. Voilà. Et donc, justement, ce que tu décris, c'est du stock picking finalement, c'est de dire je vais investir dans telle valeur ou telle valeur parce que elle a un produit incroyable ou parce que ils ont une vision ou parce que ils ont des cash flows extrêmement intéressants. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes? Et c'est quoi la place du stock picking à côté? Quelle est la place de l'investissement passif des ETF dans ta stratégie ou dans la stratégie que tu conseillerais? Alors écoute, la façon de couvrir ce type de sujet serait que généralement un analyste comme moi te répondrait il faut faire comme ça, comme ci, comme ça. C'est faux. En fait, si on a 1000 personnes, 10 000 personnes qui regardent cette vidéo, on aura 10 000 profils différents. Il y a quelqu'un pour qui être bon père de famille, c'est risquer 0,5% de son capital sur un trade. Il y a quelqu'un pour qui ça va être 3%. Il y en a qui vont se sentir à l'aise avec le levier, d'autres pas du tout. Il y en a qui ont de l'argent là tout de suite maintenant, qui vont vouloir ouvrir un portefeuille, commencer à investir dès demain. Alors qu'il y en a d'autres qui vont avoir 50 ou 100 € à mettre par mois pendant les 5 ans ou 10 ans qui viennent. Il y en a qui ne feront que de l'action, alors qu'il y en a qui vont faire action, crypto et matières premières. Donc,
Je vais pas commencer à te dire, c'est ça qu'il faut faire, les gars. Mais je vais plutôt vous inviter, moi, à l'introspection et à définir qui suis-je? Suis-je un investisseur de moyen long terme ou pourrais-je le devenir si je ne le suis pas par définition? Suis-je prêt à acheter des actions pendant 10 ans et à n'ouvrir mon portefeuille pour encaisser mes gains seulement dans 10 ans? Suis-je prêt à détenir des valeurs et à les acheter qu'elles montent ou qu'elles baissent, comme Apple, Amazon ou d'autres? Parce que je suis convaincu que de toute façon, ce sont des méga trends et que ce sont des actions qui s'en sortiront à très long terme. De temps en temps, tu auras un raté, mais si tu prends les meilleures sociétés, tu as de grandes chances quand même de t'y retrouver. Donc, je voulais d'une part, si tu veux, parler des choses qu'il ne faut pas faire et peut-être de certaines choses à faire, mais je voudrais que ceux qui écoutent cette vidéo ce soir retiennent que il y a beaucoup de profils hybrides. Il y a beaucoup de gens qui vont faire du long terme sur actions et qui vont acheter soit des ETF, soit des actions et qui vont se créer une petite poche à côté pour pouvoir faire du trading et assouvir leur besoin de passer des ordres. Une pulsion, une pulsion. Mais c'est peut-être une solution d'ailleurs. C'est peut-être une solution parce qu'au lieu d'être frustré, bah, peut-être qu'il faut trader sur quelques actions et acheter du Tesla parce que c'est marrant. Ah, moi, Et je à trouve que côté, c'est une avoir très bonne stratégie solution. très Ouais. long terme. Moi, je trouve que c'est une très bonne solution. Pour les gens qui font des cryptos, par exemple, pour moi, il est essentiel de faire du long terme et donc d'acheter tous les mois. Mais si on a cette pulsion de court terme de trading, bah, faut un deuxième compte à côté. Sur les actions, c'est un peu pareil. J'aurais tendance à avoir un compte ETF ou un compte PEA sur lequel je réplique, par exemple, les portefeuilles zone bourse qui cartonnent ces 15 dernières années. Et avoir un petit compte titre à côté sur lequel je vais pouvoir faire mumuse sur les thématiques de court terme qui sont parfois l'énergie, parfois les bancaires, parfois le Covid, etc. Mais avec des risques bien plus importants et donc des sommes moins importantes puisque j'ai envie de dérisquer mon portefeuille de long terme et de ne faire du risque que sur le court terme. Et il y a aussi quelque chose que j'aimerais que vous reteniez aussi ce soir, c'est que souvent on dit, oui, alors l'investisseur passif sur ETF va faire que 5 à 10%, moi je veux en faire 15, 20 ou 25. Le problème, c'est combien de temps vous allez passer devant l'écran toutes les semaines pour réussir à faire 5% de mieux que l'ETF? Jean-Michel DCA, comme j'aime à l'appeler, Jean-Michel DCA, lui, il passe ses ordres limite en automatique, tous les mois, ça se fait tout seul. À la fin de l'année, il a passé 3 heures à regarder la bourse. Alors que celui qui fait du court terme, il passera ses journées devant, il est au boulot, il va aux toilettes, il regarde son appli, il est au cinéma avec sa femme, il regarde son appli, il se fait taper sur les doigts, il doit aller faire les courses, il regarde encore son appli, tu vois. Donc, et statistiquement, il va perdre plus d'argent que Jean-Michel DCA. et Donc, statistiquement, il peut perdre de l'argent et même s'il en gagne, il va y passer tellement de temps que la rentabilité de son temps ne sera absolument pas intéressante. C'est clair. C'est une bonne façon de le voir. Et alors, dites-nous dans les commentaires s'il y a des Jean-Michel DCA, si vous êtes reconnus sous cette définition. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, on va y répondre dans la deuxième partie du talk. Donc, vous pouvez les poser dans l'onglet questions et Nicolas se fera un plaisir d'apporter son œil d'expert. Après, Vas-y. Après, si tu me le permets, ce que je voulais aussi dire en introduction, tant qu'on y pense, c'est qu'il y a une très peu d'éducation financière en France. C'est très mal fait. Malheureusement, on devrait éduquer les jeunes à 15 ans, 16, 17 ans au lycée. Comment t'expliques ça? On n'aime pas l'argent. On n'aime pas l'argent, ouais. On est la 5e puissance mondiale. On a des milliardaires parmi les plus riches de la planète, mais on n'aime pas l'argent. On n'aime pas les gens. Il y a un grand nombre de milliardaires en Europe continentale. Plus de milliardaires très possible. Très possible. Donc, on n'aime pas l'argent, on n'aime pas la bourse. La bourse, c'est le CAC, c'est le dividende, c'est les méchants actionnaires, c'est les méchants patrons. Et ça, c'est encore d'actualité? Tu crois que c'est… Parce que ça, c'était quelque chose qui était très vrai il y a 20 ans, il y a 10 ans. Aujourd'hui, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose il y a eu un déclic. Alors, c'est vrai pour les gens qui ont mon âge et qui sont plus vieux que moi. Et heureusement, pour ceux qui ont 30 ans et moins, je dirais que ça y est, on est enfin dans une nouvelle ère. Là où moi, j'ai un tableau Excel de mes comptes boursiers depuis 10 ans, ça y est, je peux avoir Finery, tu vois. Donc, on est dans une nouvelle ère. On est dans une ère où on va avoir des outils d'aide à la décision. On est dans une ère où on n'a jamais eu autant de contenu gratuit, qualitatif, disponible sur les réseaux grâce à Twitter, à YouTube et d'autres lorsqu'ils sont bien utilisés.
On n'a jamais eu autant de courtage peu cher, de courtiers fiables, de recherche partagée. Il n'y a pas eu de meilleure période pour moi de toute l'histoire pour le particulier, pour s'intéresser à la bourse, faire de l'investissement dans une optique de moyen long terme. Donc c'est l'âge d'or. C'est l'âge d'or de l'investisseur. Ouais. Et depuis 1 an et demi, j'ai jamais vu autant de gens rentrer en bourse, notamment des jeunes. C'est clair. Alors d'une part, je trouve ça génial. Bravo à vous. Foncez, investissez dès le plus jeune âge. Par exemple, tu vois, moi j'ai eu quelques actions à 17 ans, à 20 ans, je me suis fait plier par ma banque, comme je le disais tout à l'heure. Après, j'ai bossé et j'ai pas forcément mis de côté sur action. J'ai recommencé qu'il y a quelques années. S'il vous plaît, si vous pouvez, si vous m'écoutez, que vous avez 18 ans, 20 ans, 22 ans, mais purée, mais mettez de l'argent tous les mois de côté sur un compte, remplissez un compte titre, un PEA et commencez à mettre de côté dès maintenant, quoi. Warren Buffett, il est devenu multimilliardaire après 60 ans, hein, mais c'est 40 ans de compounding, les intérêts composés. Et en fait, il faut mettre 3 fois plus d'argent quand on commence à 30 ans, 3 fois plus d'argent de plus qu'à 30 ans quand on commence à 40 ans, et 15 fois plus d'argent tous les mois quand on commence à mettre de l'argent de côté à 60 ans. Ouais, bah c'est vrai que souvent, quand on débute dans l'investissement, on n'a pas les poches très remplies, mais on a du temps. Et ça c'est le grand égalisateur devant l'éternel, puisque même Bernard Arnault il a le même rapport au temps que vous, que moi, que n'importe qui. Ouais. Et ouais, tu as raison, quand on a 19 ans, des fois, je me dis que j'aurais dû faire ça aussi, mais moi, je tombe aussi dans cette catégorie où, en fait, il n'y avait pas autant d'informations, il y avait pas autant la parole n'était pas autant libérée, et aussi, c'était compliqué d'accéder au marché. Mm. Aujourd'hui, il y a des apps de trading gratuites, on peut trader depuis son téléphone, et il y a énormément d'options. Et du coup, on parle d'investir, je vois des gens qui parlent de vendre. Comment tu envisages la vente? Est-ce que toi, tu vends déjà des actions de temps en temps? Et est-ce que tu prends des profits? C'est quoi ton approche sur ça? Bah, en fait, il y a le très très long terme où tu ne vends jamais en quelque sorte. Tu vois, quand tu fais de l'assurance vie, quand tu fais un PER, ou pour certains, quand tu ouvres un PEA pour faire du dollar cost average, donc c'est-à-dire des achats mensuels et tout, tu vends jamais. Moi j'ai des copains qui ont des grands-pères qui leur ont passé des portifs qui ont fait x20. Bah, les mecs, ils sont pas sortis. Pourquoi tu voudrais sortir d'Air Liquide? Pourquoi tu voudrais sortir de Schneider, de Total et autres qui te versent 10% de dividendes et qui montent sur le long terme? Pourquoi faire? Pourquoi sortir d'Amazon ou Total? Et puis, si tu sors d'Amazon ou Apple, là, parce que tu veux prendre tes gains, t'achètes quoi? Déjà, tu passes par la case impôt. Oui, déjà. Ouais, ça, mon patron me le dit souvent. Il me dit, vous êtes bien gentil, vous voulez à vouloir prendre des bénéfices, à faire du market timing. Non, parce que j'ai aussi mon boss, le directeur de Zone Bourse, qui nous pousse toujours à rester long terme, les gars. Faites pas de court terme. On a des dossiers de qualité. Pourquoi on les lâcherait? C'est clair. Oui, mais en fait, ça revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure, c'est que la meilleure stratégie, c'est peut-être la plus ennuyeuse aussi, c'est de s'asseoir sur ses mains. Ah, complètement. Alors après, pour moi, il faut sortir du côté trading et après, il y a 2 types de profils. Il y a vraiment des personnes qui n'ont pas de temps, pas l'envie, pas les connaissances et qui vont faire du dollar cost average pur, ne pas sortir, ne faire qu'acheter, faire du long terme et ne pas faire d'optimisation de leur portefeuille. Quand Mounir dit stock picking, pour ceux qui connaissent pas, c'est d'essayer d'aller chercher des valeurs qui vont surperformer l'indice. Plutôt que d'acheter l'indice tout bêtement, ça va être de dire je vais essayer de chercher les meilleurs. Bon, tu te doutes bien qu'analyste boursier devant les marchés tous les jours, c'est quand même un petit peu mon job d'aller chercher les meilleurs. Et j'ai pas mal de clients qui se focalisent sur ce type de gestion, de money management de moyen long terme. Ils font des mouvements, ils font des entrées-sorties, mais ils sont quand même tout le temps à l'achat et tout le temps sur des bons dossiers. Tu vois? Donc, ça va dépendre encore une fois, du profil, de son envie de passer des ordres, d'aller chercher les meilleurs ou de se convenir d'avoir juste une moyenne, de faire seulement les 8% de l'indice qui sont déjà très bien ou de vouloir les améliorer. C'est énorme. À rien faire, en fait. Et je pense que souvent, les gens, voilà, veulent mettre le nez dedans, veulent passer des ordres. Par exemple, quand tu m'as dit qu'on allait préparer cette émission, tu m'as dit, on a très certainement un profil d'action qui doit plaire à nos lecteurs, qui sont les valeurs de rendement. Tu vois?
Alors, pour moi, il y a 4 types de familles d'actions. Il y a les valeurs de rendement, les valeurs de croissance, les valeurs cycliques, les valeurs défensives. En fait, la valeur de rendement, c'est la valeur où tu ne cherches pas forcément l'appréciation de l'action. Si tu regardes Total, elle est neutre depuis 20 ans. Par contre, Total te sert 10% de dividendes tous les ans. Donc, tu t'en fous qu'elle monte ou qu'elle baisse Total. Ce qui t'intéresse, c'est qu'elle soit autour de 35 euros, 40 euros sur 20 ans et que tous les ans, tu touches tes 10% et qu'au bout de 10 ans, les actions Total que tu as commencé à acheter au début sont gratuites puisque remboursées par tes dividendes. Et tu peux même réinvestir les dividendes. Et tu réinvestis tes dividendes et on le verra dans un graphique que tu nous montreras tout à l'heure, ça change tout. Pour revenir sur une chose qui s'est passée récemment dans les médias ont titré « Le CAC 40 casse ses plus hauts de l'an 2000 ». C'est vrai. Donc toi, tu t'appelles Madame Michu, tu écoutes la télé, tu te dis « Oh là là, ça veut dire que le mec a acheté en 2000, il vient juste de revenir à zéro. » Donc la bourse, on gagne pas d'argent. Alors qu'en fait, quand tu regardes le dividende gross return, donc le CAC 40 dividende réinvesti, donc le CAC 40 gross return, GR, il est à 20 000 points, alors qu'il était à 9 000 points au plus haut de l'an 2000. Donc même si tu as acheté au pire moment des 25 dernières années, juste avant le crack de l'an 2000, ou même juste avant 2008, la crise systémique, aujourd'hui tu gagnes 120%. Mais pourquoi, tu sais d'ailleurs pourquoi le CAC est, parce que le S&P 500 est dividende réinvesti, tu sais pourquoi le CAC est comme ça? Parce que finalement, il est dévalorisé, il est mal vu. Le S&P, c'est un faux ami, n'est pas dividende réinvesti. Ah bon? Mais c'est un indice qui verse peu de dividendes parce voilà. qu'il a beaucoup de valeur de croissance. Le DAX est un investisseur est un indice dividende réinvesti. Donc, pour comparer des choux et des choux, il faut comparer le DAX au CAC 40 gross return. Et ils ont exactement la même courbe et ils sont extrêmement haussiers sur le long terme et ils nous montrent quoi? Que sur 5 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans, 25 ans, 42 ans, tu as acheté des actions tous les mois avec ton salaire, 10 euros ou 1000 euros fonction de tes moyens, tu as créé du patrimoine sur le long terme et tu pourras espérer avoir quelque chose sous la dent, sachant que, je le répète dans toutes les émissions que je fais, nous n'aurons pas de retraite. Hein. Dans 30 ans, vous pouvez toujours courir pour que l'État français vous verse quelque chose à la fin du mois. Donc, on va devoir se les créer, nos retraites. David dit Total, c'est plutôt 5% de dividendes. Non, ça dépend. Total, quand elle était à 25 de mémoire, c'était 12%. Donc là, Total à 43, effectivement, doit avoir un rendement moindre. Mais ça va dépendre effectivement du cours de l'action. Voilà. Je dirais qu'en moyenne, je crois qu'historiquement, Total, c'est 6-7%. D'ailleurs, j'en profite parce que je voulais... Tu as parlé des graphes et tu m'as envoyé des graphes hyper intéressants. On va les montrer. Hop. Ah, je vais pas parler de la communauté, on en parlera plus tard. Alors, voilà, le graphe des dividendes, est-ce que tu veux nous le commenter rapidement? Là, vous voyez simplement la courbe rouge d'un investisseur qui aurait acheté du S&P et qui n'aurait pas réinvesti ses gains. On ne peut pas forcément dire réinvestir ici ses dividendes. Et d'ailleurs, c'est encore plus beau quand on le fait en Europe. Mais vous voyez la différence de performance entre un investisseur qui va réinvestir ses dividendes et donc l'argent qui lui est versé sur son compte de bourse tous les ans et celui qui les sort. Et en fait, on voit la magie des intérêts composés qui accélère fortement en fait. Qui accélère avec le temps. C'est pour ça que Warren Buffett est devenu milliardaire à 60 ans. C'est qu'il a vu sa courbe d'accélération exponentialiser ses gains. Et donc, en fait, quand on regarde une stratégie sur 5 ans, 7 ans, on se rend pas forcément compte de cette exponentialisation de la perf. Mais quand on fait un Monte Carlo sur Finery sur 30 ans, là, on voit. Écoute, c'est marrant parce que tu sais que beaucoup d'utilisateurs étaient surpris. En fait, on a découvert un biais des investisseurs français, c'est que les investisseurs sont très pessimistes. Les Français sont très pessimistes. Et donc, beaucoup de gens nous ont dit, mais attendez, votre modèle, il est cassé. Vous êtes beaucoup trop optimiste. Et donc, bon, on a vérifié, hein, on a regardé les maths. Non, c'est pas cassé. C'est juste qu'en fait, on sous-estime, on a tendance malheureusement à sous-estimer nos gains. Et donc, finalement, je pense que c'est intéressant de voir ce genre de statistiques parce que, encore une fois, si on reste investi, on est gagnant, mais on est même gagnant de façon extraordinaire. Et tu parles de Warren Buffett, mais finalement, c'est pour accumuler un patrimoine très correct, on n'a pas besoin d'avoir des millions. On peut commencer avec des milliers d'euros
et ça peut très très vite compound, quoi, ça peut s'accumuler. Ouais. Il y a d'autres graphes que tu m'as envoyés que je vais montrer. Alors celui-là, il est fantastique. Pourquoi investir à long terme? Alors, on va un peu rabâcher. Après, on va rentrer dans le détail des actions parce qu'on rabâche un peu qu'il faut investir à long terme. Mais celui-là, je le trouvais très parlant. Est-ce que tu veux nous l'expliquer? Ça montre tout simplement le pourcentage de personnes qui vont perdre de l'argent lorsqu'ils rentrent en bourse. Et en fait, quand on rentre en bourse n'importe quand depuis 100 ans, bon, on a quand même un petit peu plus de chances que ça monte ou ça baisse, mais c'est très aléatoire. Donc en fait, on va avoir un faible pourcentage de gagnants quand on regarde sur le court terme. Par contre, dès qu'on va étirer la courbe et qu'on va lisser, comme je vous disais, la performance dans le temps et notamment les crises, eh ben, on va se rendre compte que plus on va vers le très long terme, plus le pourcentage de personnes qui vont perdre de l'argent à être investies en bourse chute drastiquement. Donc, par exemple, à échéance 3 ans, on a 78% de gens qui gagnent, mais à échéance 10 ans et plus, oui, parce on aurait pu le montrer dans l'autre sens, effectivement. On a 88,5%, presque 90% des gens qui gagnent quand ils font de la bourse plus de 10 ans. Voilà. C'est incroyable. D'ailleurs, est-ce que tu savais que les comptes, alors je ne sais plus si c'est Fidelity, enfin, c'est un des plus grands dépositaires américains qui a fait une analyse sur les comptes. Les comptes les plus performants qu'il avait sur son book, quoi. Ouais. Et il a découvert qu'en fait, les comptes les plus performants, c'était des gens qui étaient morts. Oui. Donc, qui n'avaient rien fait. Qui n'avaient rien fait depuis parfois des années. Il n'y avait pas eu d'héritage qui était déclaré, etc. C'était les comptes les plus performants. Ce qui est quand même assez... donc, ça a dû faire mal à beaucoup de traders qui passent 50 ordres par seconde. Ouais. Mais malheureusement, c'est la réalité. Ça, c'est le S&P 500. Donc, c'est des hypothèses qui ont été lancées en prenant la performance historique du S&P 500, en fait. Oui, et il y a quelqu'un qui demande la source du graphique, et de mémoire, c'est Brian Feroldi, qui est sur Twitter et qui est quelqu'un qui met vachement en avant l'investissement à long terme vs le trading de court terme, qui de mémoire avait partagé ce graphique. On va voir si on le retrouve. Alors, est-ce qu'il y en avait encore un autre? Alors, celui-là, il est extrêmement intéressant. Bon, on enchaîne un peu les graphiques, mais bon, ils sont quand même très beaux. C'est des graphiques parlants. Ce sont des graphiques parlants. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce graphique-ci? Tu sais, on dit souvent sell in May and go away. Vendez vos actions au mois de mai et revenez en octobre. Parce qu'en fait, il arrive pendant certaines années que le mois de mai ou juillet ou octobre soit catastrophique. Et donc, on disait, c'est un adage qui est très répandu et que tout le monde connaît. Donc, il y en a qui se sont dit, alors on va tester cette stratégie. On va sortir au mois de mai et puis on va revenir au mois de novembre. Et puis, on va même aller jusqu'au bout des choses et on va faire une autre stratégie qui est, alors qu'il faut sell in May and go away, on va faire comme si je rentrais en mai et je sortais en novembre. Puis on va regarder. Et en fait, quand tu regardes les 3 scénarios, donc scénario 1, j'achète le S&P, je ne bouge pas. Scénario 2, je sors en mai, je rentre en octobre, ou inverse, je rentre en novembre, je sors en mai. Eh ben, tu te rends compte que celui qui gagne plus d'argent sur le long terme que les autres, c'est celui qui n'a rien fait, qui n'a pas bougé. Parce qu'il y a des années où effectivement cette période de mai à octobre va être dégueulasse, mais il y a des années où ça va être la meilleure. Oui, il y a aussi la fameuse, c'est aussi rater les 5 jours les plus performants c'est exactement ce sur quoi j'allais enchaîner. Et elle est très connue aussi. Non, t'as raison, tu fais bien. C'est cette stat où si tu loupes les 5 ou 10 meilleures séances de l'année, en fait, t'es négatif. Ouais. Tu gagnes pas d'argent. Et en fait, souvent, être dans les marchés. Et en fait, souvent, ces forts mouvements haussiers sont des mouvements haussiers qui prennent forme après des baisses. Donc, on se dit souvent, je veux pas être dedans pour pas subir la baisse, mais souvent, on oublie de re-rentrer et donc de profiter de la hausse. Et au final, on se retrouve à se dépatouiller, à parfois sortir trop bas, à re-rentrer plus haut et à se dire, j'ai perdu du temps, de l'argent, du stress, des cheveux blancs et en plus, j'ai fait moins bien que si j'y avais rien touché. Alors, on va partager les sources. C'est pas des graphiques qu'on a inventés. Ça, c'est du backtesting. Et
Et on va les retrouver, il n'y a pas de souci. Alors, la source de ce graphique est Valentin Offrand d'Eros Trading. Putain, les gars, vous êtes. On a retiré les sources parce qu'en fait, j'ai donné des graphiques que Mounir a gentiment remis aux couleurs de son webinaire. Sachez que tous les graphiques que je partage dans mes émissions et sur les réseaux sociaux sont tous sourcés. Hein. Et ça, c'est donc Valentin Offrand de Eros Trading que je connais personnellement, qui a fait ça avec les datas Yahoo Finance, qui sont les cours des indices gratuits et disponibles sur Internet. Parfait. Génial. Un dernier graphique pour la route. Alors celui-là, il est intéressant. Je pense qu'il mérite qu'on s'attarde aussi 2 minutes dessus. Alors, tout à l'heure, je te parlais de France Télécom. Ouais. Imaginons que tu aies laissé France Télécom dans le CAC 40. Aujourd'hui, elle serait à moins 90%. Si tu prends certaines vieilles boîtes qui, depuis, ont arrêté ou ont été rachetées ou ont fusionné ou autres, il y en a pas mal qui seraient à moins 30, moins 50, moins 70%. Bien sûr. Et donc, en fait, le CAC 40 serait beaucoup moins haut que ce qu'il est actuellement. Parce que ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que l'indice boursier, c'est toujours les meilleures boîtes. Donc, le S&P 500, les 500 meilleurs, le CAC 40, les 40 meilleurs. Et donc, ce graphique montre que si tu étais rentré en 97 sur les actions du Dow Jones en direct et que tu avais acheté les 30 plus grosses actions du Dow, aujourd'hui, tu serais à peine à 30% de performance. Mais si tu as acheté non pas chacune des 30 actions du Dow Jones, mais un ETF sur le Dow Jones, tu as fait x3. Et donc, ça, c'est une réflexion pour ceux qui veulent toujours faire mieux que l'indice, en se disant, moi, je vais acheter les meilleures valeurs parce que c'est celles qui vont monter. Peut-être qu'elles vont monter pendant 1 an, 3 ans, 5 ans, 7 ans, mais qui nous dit qu'elles seront toujours haussières et montantes sur 10 ans, 12 ans, 15 ans. En fait, c'est pour ça qu'en investissant de cette manière-là avec un ETF sur le long terme, on s'évite certaines gymnastiques et on sait déjà qu'en théorie, on est sur les meilleurs dossiers. Exact. Donc, tu es un investisseur actif, tu veux faire mieux que les indices, tu veux surperformer. Comme nous, on le propose d'ailleurs chez Zone Bourse, on a des portefeuilles PEA dans lesquels on choisit les meilleures valeurs européennes et on fait mieux que les indices. Donc, dans ces cas-là, ça vaut le coup de passer des ordres et de nous suivre. Sinon, tu fais de l'ETF sur l'indice directement parce que c'est toujours les meilleures boîtes à un instant T et il fera toujours une meilleure performance que les titres vifs sur le très très long terme. Et justement, alors on va couper le slide. Si je peux te poser une question un peu provocante, du coup, le résumé, c'est que l'investissement passif, bon, ça fait pas mal, on a pas mal à la tête, on s'en sort très bien, même mieux que le trader. Mais du coup, chez Zone Bourse, comment vous arrivez à battre le marché? Est-ce que tu peux un peu parler des portefeuilles? Tu parlais d'un portefeuille PEA Europe. Il y a quoi dans ce portefeuille, par exemple? Et c'est quoi la stratégie que vous appliquez? Alors, attends, je vais aller faire un tour. Je vais ouvrir Zone Bourse et je vais essayer de partager mon écran, peut-être. Hop. Hop. Alors, chez Zone Bourse, il faut savoir qu'on a les fiches valeurs des 80 000 sociétés cotées dans le monde. Le PDG de Zone Bourse est un fan de data et souhaite que Zone Bourse devienne un Bloomberg pour l'ensemble de la population et que tout le monde puisse avoir accès à l'ensemble des datas sur l'ensemble des sociétés de toute la planète. Bloomberg, c'est la référence mondiale Mais ça vaut 10 000 balles par mois. Vous avez déjà vu des films avec des traders et les traders ont toujours plusieurs écrans. Ouais. Avec des graphiques noirs. Voilà, ça c'est du Bloomberg, c'est un terminal, ça coûte 40 000 € par an d'avoir une licence, d'avoir un ordinateur Bloomberg dans une salle de marché. 30 000 €, ça dépend. C'est très cher. Donc la data coûte très cher. Là, je vous montre en fait le portefeuille Zone Bourse PEA Europe depuis sa création en 2001. Donc ce portefeuille type a 20 ans. Depuis plus de 10 ans maintenant, il est géré en réel. Donc, Zone Bourse est un des seuls sites en France qui montre ce qu'il fait avec la trésorerie de sa société. Tu verras jamais. La trésor de la société Zone Bourse qui est dans le portefeuille. Tu verras jamais
les grands journaux français qui t'envoient des papiers le week-end avec 50 valeurs à l'achat, à la vente, conserver, sortir, ces gens-là mettent l'argent où ils envoient leurs lecteurs. Nous, on a décidé que les conseilleurs étaient les payeurs et que il fallait une transparence totale envers nos clients. Donc, en noir, tu as la performance de l'Eurostoxx. Tu vois, il fait 50 ou 600? l'Eurostoxx 600, il fait 180% de performance sur les 20 ans qui viennent de passer. C'est pas dégueu. C'est pas mal. Fait x3. Le portefeuille zone bourse, avec le temps, les intérêts composés, la performance, il est à 1190%. Donc, on fait 5 fois mieux que l'indice sur 20 ans. C'est quoi le secret? C'est quoi les valeurs phares du coup du portefeuille? Ça, je peux pas te le dire. Vous ne donnez pas les valeurs? Si, bien sûr, mais si je te montre le portefeuille, je vends plus d'abonnement après. Bon. Mais en gros, faut vous abonner à Zone Bourse et à Finari, si je résume. On va chercher les boîtes qui montent, on va chercher les meilleures sociétés. Quand je te disais tout à l'heure qu'on avait donc 80 000 fiches valeurs, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va classer les valeurs dans le monde. On veut les valeurs qui soient les plus grosses. On veut les valeurs qui soient les plus qualitatives. On veut les valeurs qui ne sont pas endettées. On veut des valeurs de croissance. On veut des valeurs qui ont une rentabilité forte. On veut des valeurs sur lesquelles il y a des révisions de bénéfices par action à la hausse et sur lesquelles le sentiment des analystes qui suivent le secteur est en train de encore s'améliorer. Voilà, là, je te donne une partie de notre recette secrète. Est-ce que vous avez noté, les auditeurs? Pour aller chercher ce qui surperforme. Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui se disent je vais faire du compte titre et je vais aller faire des actions américaines parce que je ferai plus de performance. Oui, c'est bien, mais vous allez aussi payer plus d'impôts et vous prendre les 30% d'imposition que vous n'avez pas sur le PEA. Alors, est-ce qu'il vaut mieux pas parfois faire de l'Europe, ce qui coûtera moins cher en termes de frais, ce qui sera plus facile en tant qu'accès à l'information, ce qui permettra d'avoir une enveloppe comme le PEA et donc de profiter d'une fiscalité allégée. Voilà, on peut aller très facilement vers le compte titre et vers les actions américaines, mais une fois qu'on s'est fait défoncer un peu sur les actions américaines dans un marché baissier, on comprend que faire de l'Europe, ça peut être pas mal parce que l'Europe, ça explose pas à la hausse, mais ça explose pas à la baisse non plus. Et puis, on a des grands leaders en Europe, tu vois, je sais pas moi, Adyen dans les paiements, magnifique boîte, Coton Hollande, super parcours ces dernières années. LVMH. Voilà, tu cites une des deuxièmes valeurs que nous avons en portefeuille. Voilà, et après, il y a des thématiques, tu vois. Thématique recyclage, métaux. Bon, l'année dernière, on a rentré du Derichebourg. Thématique sortie de crise de Covid, on a acheté Axel Group, c'est un spécialiste des vélos. Thématique industrielle, redémarrage de l'industrie, on a acheté Interpump, un spécialiste des pompes hydrauliques en Italie. Et en fait, ce sont les screeners fondamentaux que nous avons à disposition dans notre base qui nous permettent d'aller trouver ces boîtes-là qui surperforment généralement le marché, qui nous permettent, nous, de surperformer dans le long terme. Ça marche. Et on peut, comme d'habitude, faire les deux. Hein. On peut avoir un compte ETF d'investisseurs long terme passif et à côté avoir, comme je le disais tout à l'heure, un autre compte qui peut être un PEA moyen terme un peu plus actif. Absolument. Un dernier sujet que je voulais évoquer avant de passer aux questions et une nouveauté pour ce talk qu'on vous réserve dans 2 minutes. Quelqu'un disait dans les commentaires, on est au plus haut historique. Est-ce que c'est vraiment valable tout ce que tu nous dis là? Est-ce que là aujourd'hui, quelqu'un qui commence, qui a 0 action, il va acheter le all-time high, le plus haut historique des marchés? C'est vraiment quelque chose où tu peux dire, c'est pas un mauvais moment? C'est pas le pire moment peut-être pour les investisseurs individuels pour se lancer? Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le second meilleur moment, c'est demain. Quand on plante quelque chose et qu'on commence à le nourrir, il faut penser au projet dans sa totalité. Bien évidemment que quelqu'un qui te dirait « je viens de vendre ma baraque, j'ai 200 000 de cash, je veux rentrer maintenant et je veux acheter 200 000 euros, là tout de suite, qu'est-ce que je dois acheter ?» Bon, lui, oui, tu lui dis « écoute mon grand, on vient de prendre 100% en 18 mois, c'est un peu tendu quand même. » Par contre, celui qui veut commencer un DCA dès maintenant, Jean-Michel,
Jean-Michel DCA, bah, tu vois, il y a 6 mois, on lui disait que c'était déjà trop, mais le luxe a pris 40% depuis. Ouais, ouais, Donc demain, même si on a une correction de marché, ça se trouve, on reviendra même pas sur les prix qu'on avait il y a 6 mois. Certaines valeurs corrigeront fortement, d'autres beaucoup moins. Et puis, n'oublions pas une chose, c'est que si tu commences ton DCA demain, et que demain, on débute 3 ans de baisse, c'est Noël en fait pour toi. c'est génial. Tu viens de commencer, ça baisse. À chaque fois, tu achètes tous les mois, ça baisse, tu renforces, tu renforces, tu renforces, tu renforces. Bien évidemment, encore une fois, si tu investis en DCA à long terme sur la bourse, c'est que tu penses t'y retrouver dans 10 ans. Donc, tu es content. Donc il faut partir du principe que tu ne vas pas sortir d'argent. Mais d'ailleurs, il y a enfin, je lisais une phrase qui disait que quand on voit les marchés baisser, ça nous fait peur. Mais en fait, quand on voit les prix baisser dans un magasin, on est ravi et on achète plus pendant la période des soldes. Donc, ce qu'il ne faut pas, peut-être, comme on disait, inverser le graphe tout à l'heure, il faut peut-être aussi inverser les courbes et se dire, ben, c'est juste une opportunité énorme. En fait, c'est pas simple. Et je t'avouerai que j'ai mis plus de 15 ans à le comprendre. Je pense que Voilà. ça, c'est peut-être aussi quelque chose qui est important à dire, c'est qu'il y a nous on le voit beaucoup chez Finari, il y a beaucoup de gens qui veulent des réponses définitives et immédiates. Ouais. Et je pense que en crypto, en bourse, en immobilier, Julien Calamotte enfin, l'avait très bien dit Mhm. durant un talk sur l'immobilier. Ouais. Il faut se faire sa propre expérience. Il faut aussi des fois prendre une perte pour comprendre et pour être un peu marqué au fer, quoi, et se dire voilà, là Il j'ai fait faut, une connerie. il faut prendre une perte, mais si on pouvait. Un enfant, tu lui dis que la plaque est chaude, il aura souvent besoin de mettre la main dessus, mais un adulte, quand tu lui dis hey, la plaque est chaude, il n'est pas obligé de mettre la main, quoi. Il n'est pas obligé. Mais c'est peut-être la meilleure façon d'apprendre. Enfin, s'il la met tôt, au moins, donc mettez la main sur la plaque si vous n'êtes pas encore en bourse. Faites une connerie peut-être. Avec un petit compte, dans ces cas-là, Avec il un faut petit commencer compte, avec évidemment, des évidemment. petits montants, histoire de faire les erreurs du débutant et de les apprendre et puis de les mettre à profit. C'est quand on a compris qu'il n'y a pas de moment pour acheter en bourse, quand on a compris qu'il faut acheter que des bonnes boîtes, qu'il faut acheter que ce qui monte et qu'il faut faire du long terme, que on arrive à se détacher de plein de préjugés et de choses qui collent à l'investisseur débutant et qui sont pas bonnes. C'est clair. D'ailleurs, durant le premier talk, le premier Finari Talk, c'était avec Benjamin Durand, qui est gestionnaire de fortune. D'ailleurs, dites-nous si vous étiez là pendant le premier Finari Talk. Je pense il y avait déjà certaines personnes. Mhm. Il nous disait, donc lui, il gère des patrimoines en moyenne aux alentours des 50 millions d'euros. Ouais. Et il nous disait, en fait, la différence entre un investisseur lambda et un investisseur fortuné, c'est que l'investisseur fortuné est quasiment toujours investi dans les marchés. Ouais. Il sort jamais des marchés complètement. Alors peut-être Non. que des fois, il va passer en cash, peut-être que des fois, il va se couvrir, il va shorter parce qu'il a accès à des choses qui sont pas accessibles au Kidam, mais il sera toujours investi. Et je pense que ça, c'est assez révélateur. Donc, et l'autre phrase qui m'avait beaucoup marqué, c'est le baron de Rothschild qui disait qu'il n'est pas devenu riche en achetant au plus bas et en vendant au plus haut. Il est devenu riche en étant prudent, mais donc, il n'a pas acheté le plus bas, il n'a pas vendu le plus haut, mais il est resté investi en bourse. Et je pense que voilà, vous n'achèterez pas le plus bas, vous ne vendrez pas le plus haut. Et c'est pas grave On finalement parce n'achète que jamais le plus bas, on vend jamais le plus haut. Le market timing, c'est très, 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 très dur. c'est très compliqué. Bon, le portefeuille zone bourse a l'air d'y arriver pas trop mal, mais pour les On se autres, défend, c'est notre métier, mais tu vois, j'apprends bien aux gens que c'est voilà, on fait un travail et on fait de la recherche, ça nous prend beaucoup de temps. voilà, c'est à plein temps. C'est à plein temps. C'est Et d'ailleurs, voilà. il y a une étude Spiva. Donc, sur Finari, on aime bien montrer les frais des fonds Ouais. actifs, qui sont souvent aux alentours de 2-3%. Donc 2-3% sur un an, ça a l'air d'être pas beaucoup, mais en fait, 2% par an sur 30 ans, ça fait 40% de la perf qui part à la poubelle, sachant que 90% des gérants n'arrivent pas à battre leur indice, donc font moins bien que le marché. En fait, vous payez concrètement 40% pour rien. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ces professionnels-là, ils ont une équipe d'analystes, ils ont des traders, ils ont de la recherche fondamentale, ils ont des outils, ils passent tout leur temps, ils ont un bac plus 15, mais ils n'y arrivent pas. 90% n'y arrivent pas. Il y en a qui arrivent, c'est possible évidemment, mais c'est très, 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 très dur. Donc si vous avez envie de vous lancer, allez-y. Mais sachez que voilà, statistiquement, les maths, les stats sont contre vous. Est-ce que tu m'entends toujours? Ouais, je t'entends, ouais. Parce que j'ai ma fenêtre Internet Explorer qui a complètement frisé, qui est toute grise, qui ne répond pas. Donc écoute, tant que ça fonctionne, je ne touche pas plus. Ok, ok. Est-ce que tu nous Euh, vois encore? je vous vois. Ok. C'est très Alors, spécial. Ouais.
Parfait. Avant de passer aux questions, donc, si vous avez encore une question, n'hésitez pas à la poser. Vous pouvez voter pour les questions des autres pour être sûr d'avoir votre réponse. Et J'aimerais peut-être faire quelques petites remarques, dernière chose que j'avais vas-y, notée à leur vas-y, dire. bien Est-ce sûr, que bien je peux sûr. maintenant? Tout à l'heure, on a parlé des différentes familles d'actions, valeurs Ouais, de tout à fait, rendement, ouais. valeurs de croissance, cyclique et défensive. Les valeurs de rendement, vous êtes content parce qu'elles bougent pas et elles vous apportent du rendement. Les valeurs de Total. croissance, elles vous apportent pas de rendement, mais elles vont monter dans le temps et c'est la croissance de la valeur et de son business qui vont vous faire gagner de l'argent. Les valeurs T'as un cycliques, exemple? T'as un exemple pour la valeur de croissance? ah bah les valeurs de croissance, c'est les GAFA. C'est les GAFA, c'est Tesla, c'est C'est Adyen, c'est Téléperformance, c'est des boîtes qui ont 15, 20, 30% de hausse du chiffre d'affaires tous les ans pendant des années et qui n'ont même pas besoin de verser du dividende puisque le cours de leur action explose dans le temps. Hmm. Donc, rendement, ton action bouge pas, ton cours monte. Valeur de croissance, t'as pas de rendement, mais la valeur monte. Les valeurs cycliques, c'est très spécial parce qu'en fait, les valeurs cycliques, quand on est dans une expansion économique, bah, elles vont bien et elles remontent fortement. Et puis quand on est en récession, qu'on est en crise, elles se prennent une grosse claque dans la gueule. Je te donne un exemple, Renault. Voilà. Renault, c'est l'automobile, c'est du cyclique. Donc c'est ce Donc, qui est lié au consommateur en fait, c'est ce qui est lié au c'est pouvoir lié, d'achat. voilà, au consommateur, au pouvoir d'achat, à la conjoncture économique. Quand on est en bas de crise, début 2009, sortie de crise, bah là, tu as les actions cycliques qui commencent à redémarrer pour jouer un long cycle. Et quand on arrive au Covid, à des récessions, à du fin de cycle, tu as pas mal de ces valeurs-là qui se sont fait éclater. Il y a des gens qui aiment bien ces valeurs-là, il y en a d'autres qui les exècrent parce que eux, ils s'en fichent des cycles haussiers, baissiers, ils veulent jouer juste le très long terme. Hmm. Donc si ça dépend des profils. Après, il y a les valeurs défensives. Les valeurs défensives, bah ça va être des valeurs qui bougent pas énormément, qui sur le long terme sont plus lourdes que les autres, mais qui quand ça baisse ne se font pas exploser. Et on dit souvent que bah les télécommunications, par exemple, c'est un secteur défensif, ou bien carrément l'agroalimentaire est un secteur défensif parce que On en quel aura que, toujours besoin, quel que a soit le priori. niveau de ta crise, faut se nourrir. Voilà, A exactement. priori, si on coupe l'abonnement Internet et qu'on arrête d'aller au supermarché, C'est que c'est vraiment la merde. vraiment, là c'est peut-être fini. Là, c'est Ouais. peut-être la fin, mais il y aura d'autres problèmes que les marchés. Après, franchement, j'ai jamais vu personne ne faire qu'une seule catégorie d'actions. En plus de ça, parce que pour moi, il n'y a aucune action qui ne remplit qu'une seule case. Tu vois, par exemple, Air Liquide, c'est à la limite une hybride entre une valeur de rendement et une valeur de croissance. Le business monte, l'action monte, en plus il y a du rendement, c'est double jackpot. T'en C'est as d'autres des comme magnifique. ça que tu trouves particulièrement attrayantes? Ah bah en fait, dans mes dernières émissions, notamment en septembre, j'avais fait une liste de valeurs qu'on appelle les rouleaux compresseurs. Ok. Les rouleaux compresseurs, c'est les dossiers qui sont graphiquement parlant les plus rapides et fondamentalement les plus qualitatifs. Graphiquement, c'est-à-dire que tu vas analyser le trend. Ça, c'est l'analyse technique en fait? L'analyse technique, on va prendre la rapidité du titre et ensuite on va prendre tous les plus rapides, donc les 100 plus rapides de l'année, et on va mettre un critère, un filtre fondamental. Ok. Et donc tu ne vas garder que les dossiers de qualité très rapides. Et c'est comme ça que tu vas tomber sur Téléperformance, qui est en France, sur Sartorius Stedim, qui est une grosse pharma, sur Schneider Electric, sur Nexans, euh, sur VGP en Hollande, sur IMCD, sur Adyen, sur Esker en France aussi, qui est un dossier magnifique, sur ASML, euh, tout ce qui est semi-conducteur, donc STM, ASML, ASM, sur Swatech. J'espère que Euh, vous prenez des notes, hein. Là, Nicolas est en train de ça, vous donner de l'alpha gratuit. ça c'est les meilleures valeurs et qui sont pas, si tu veux, des valeurs qui montent, qui étaient baissières avant et qui sont en train de se relever, ou des small et des mid cap qui sont sur 6 mois de hausse. C'est des valeurs qui sont haussières sur 20 ans, 10 ans, 5 ans, 3 ans. Alors bien évidemment, de temps en temps, il y en a une qui s'arrête, il y en a une qui se retourne, etc. Mais quand on joue la loi des grands nombres, quand on a plein de valeurs ou qu'on a un ETF sur l'indice des meilleures valeurs ou des meilleurs secteurs,
quand on va vers ces actions-là, on a plus de chances de gagner. Il y a une phrase que j'écris, je pense, sur Twitter au moins une fois par semaine, c'est la probabilité d'un gain sur une action haussière est supérieure à la probabilité d'un gain sur une action baissière. Ça peut paraître extrêmement basique, mais c'est tellement vrai. Entre une action qui était baissière, qui était délaissée pendant des années, qui est en train de tenter de se retourner, de monter, etc., sauf dans les cas rares, très rares, de recovery, globalement, mathématiquement parlant, statistiquement donc, vous aurez beaucoup plus de chances de gagner de l'argent en achetant ce qui monte que ce qui baisse. Lorsqu'on a fait cette consolidation au mois de septembre-octobre, tu achetais du Schneider, du Nexans, du EMCD, du Esker, etc. Et ben, c'est les premières valeurs qui ont pété leur plus haut. Il fallait être rapide quand même parce que c'était. Elles ont baissé moins que les autres et elles sont remontées plus vite que les autres. Ouais. Alors c'est là où si tu fais un peu de trend following, un peu de stock picking et que tu ne veux pas être qu'un simple investisseur passif long terme en DCA, tu écoutes mes émissions. Et tu verras que depuis le mois d'août, j'expliquais que la saisonnalité du troisième trimestre était négative, que le mois de septembre et d'octobre, en général, sur 20 ans et 50 ans sur le S&P, sont les périodes pendant lesquelles on a des trous d'air, qui seront et qui étaient à ce moment-là, donc, ma période de surveillance, d'achat sur repli de dossiers de qualité. Le but était de dire, elles ont toutes été très vite très haut jusqu'au mois d'août où le CAC est monté à 7000 points. Ça devrait se calmer, on va stabiliser quelques semaines, quelques mois. Mais au terme de cette consolidation, de cette respiration de marché, on pourra acheter des dossiers de qualité pour jouer la tendance de long terme haussière et viser de nouveaux records. Et toutes les valeurs que je t'ai citées là ont fait les meilleures performances du marché sur les 2 derniers mois. Et oui, effectivement, si vous n'avez pas noté les valeurs, il faudra regarder la vidéo qu'on postera demain, le replay de Stock. On va passer aux questions. La première question, en fait, c'est une question pour toi qui est un peu particulière. Alors, Ouais. je vais repartager un petit document. On travaille sur une nouvelle fonctionnalité sur Finari qui permet de partager son profil. Et donc, on s'était dit que c'était le bon moment. Donc là, c'est pas exactement ça, mais on va regarder le profil d'un utilisateur qui a eu la gentillesse de nous partager son profil. Donc, le voilà. Ouais. Ça, c'est ses comptes d'investissement. Donc, il y a de l'assurance vie, il y a du PEA. C'est un investisseur qui est là pour le long terme et on s'était dit que ce serait intéressant d'avoir ton avis sur la composition du portefeuille, qui est quelque chose que... Voilà, qu'est-ce que tu remarques? Qu'est-ce que ça t'inspire? Et effectivement, donc à terme, donc là, dès la semaine prochaine, normalement, vous pourrez partager votre profil avec vos amis, avec vos proches, avec les valeurs ou sans les valeurs, si vous ne voulez pas qu'on sache que vous êtes en fait millionnaire. C'est Vous pas mal pourrez ça mettre de un mot de pouvoir passe partager mais sans valeur. Sans valeur, on pourra, évidemment. Ah, parce Sans que j'allais valeur. te dire, est-ce que tu vas demander à des Français de montrer ce qu'ils ont à leurs petits copains? Ça n'a pas toujours été évident, mais partager le portefeuille sans valeur, c'est une très très bonne idée. Ah bah oui, le but, c'est de le partager. Écoute, tu pourras le partager avec ton banquier si tu as besoin d'un crédit et tu pourras aussi sélectionner ce que tu veux partager. C'est-à-dire que si tu ne veux pas dire à ton banquier que tu as 15 bitcoins Ouais. sur un ledger, tu peux désélectionner la partie crypto. Donc vous pourrez, voilà, c'est sélectif, c'est vous qui gardez la main. Ça sera possible avec les pourcentages. Ce C'est sera quoi pourcentage ou valeur. En vert clair, c'est quoi? En vert clair, c'est le MSCI World. C'est un. Non, mais c'est parce que je peux pas le lire parce que j'ai le fameux bug. C'est le Lyxor MSCI World, donc c'est un ETF. Ouais. Alors, il faut savoir que l'ETF MSCI World contient 70% de valeur américaine, de mémoire. 60, ouais, je crois que c'est entre 60 et 70. C'est 66, je crois, de mémoire. Puis ça augmente, je pense, régulièrement parce que le S&P augmente plus vite que les autres. Bah, en fait, la part de la bourse américaine dans le monde est passée de... je voudrais pas te dire de bêtises, mais elle ne fait qu'augmenter depuis 15 ans, en fait. Du coup, la part des indices américains dans la capitalisation boursière mondiale est énorme et c'est ce qui explique que on ait plus de 60% de valeur américaine dans un MSCI World. Donc la question à se poser, c'est vraiment, est-ce que je veux acheter le MSCI World parce que ultra simple, facile et d'accès, etc., et que je veux être corrélé à la capitalisation boursière mondiale, puisque c'est ce qu'il est, ou bien est-ce que je veux vraiment un portefeuille monde diversifié avec 20% de chacune des zones économiques dedans?
auquel cas, dans ces cas-là, on fera les choses un petit peu différemment. Sinon, je vois du Lixor PEA MSCI World, de l'Amundi ES50, du Lixor SPS Donc 500. il y a deux MSCI World. Ça, c'est une question, je pense qu'il faut se poser. Est-ce que c'est... Franchement, il y a une redondance extrême, en fait, sur Ouais, la plupart on des va... produits qu'on voit là. Parce que là, il y a deux MSCI World, il y a un S&P 500. Non, il y a trois MSCI World. Alors, c'est potentiellement, je pense que c'est pas dans les mêmes enveloppes. Ouais, Euh, à mon avis, ça vient de là, mais on voit qu'au global, et d'ailleurs, c'est aussi ça, ce qui est intéressant avec Finari, c'est qu'on voit l'assurance vie, le PEA et le compte titre qu'on a peut-être sur trois plateformes différentes, on le voit au même endroit. Et donc là, on voit que donc, cet utilisateur, qui est ouais. une utilisatrice, d'ailleurs, je précise, c'est une femme qui investit, donc voilà, il n'y a pas que des hommes sur Finari, et tant mieux, est quand même très exposé à finalement. Ah bah, tu vois, elle t'a répondu. Deux Voilà. assurances vie et un PEA. Donc, c'était bien ça. Très bien vu de ta part. C'est des enveloppes différentes. Bravo, Pauline. Euh, bon, pour les garçons qui donnent des conseils, essayez de faire mieux, hein, les gars. Les C'est femmes clair, sont c'est clair. euh, Envoyez-nous un, vos portefeuilles un pour voir. petit, un petit clin d'œil à notre jante féminine quand même. On a 10% de femmes qui sont des investisseuses. Et ben, je peux te dire que il n'y a pas d'études récentes en la matière, mais j'en ai vu deux, trois passer historiquement dans ma carrière. Et les femmes font beaucoup mieux que les hommes. Parce que une femme, elle va investir dans quelque chose qu'elle comprend. Et Charlie Munger et Warren Buffett disaient, j'achète ce que je comprends, pas le reste. Et une femme va acheter une boîte la plupart du temps. Je veux pas faire de généralité, hein, excusez-moi par avance si c'est mal pris. Euh, Elle achète souvent une boîte qu'elle veut garder dans 10 ans. Alors que l'homme, il va regarder le palmarès de la veille ou du jour et puis il va dire, ah, ça bouge sur les biotech, faut que j'y aille. Tu vois? Beaucoup Alors plus que rationnel finalement. les femmes sont beaucoup plus rationnelles. Les hommes viennent pas chercher de l'argent en bourse, ils viennent chercher, L'adrénaline. ils viennent vibrer. Et c'est ça qu'ils n'ont pas compris. Prenez une partie de votre capital, allez vous payer un saut en parachute, vous allez vous marrer et en plus, vous allez en avoir pour votre argent et le reste, mettez-le en bourse. Mais c'est pas, je vais faire le con avec l'argent que j'ai mis de côté et la sueur de mon front parce que j'avais envie de vibrer. Allez jouer au cases si vous avez envie de jouer plutôt que d'acheter du cybergun. Et faites-vous plaisir dans la vie et n'assouvissez pas votre désir de vibrance par la bourse. C'est important là, c'est important ce que tu dis. Donc pour revenir sur son portefeuille, je trouve en fait, elle fait de l'investissement où elle a dit, dans mon portefeuille global aujourd'hui, en tant que jeune femme, je veux être corrélée à la bourse. Donc, je vais mettre de l'argent dans différents types d'enveloppes. Et en plus, elle a utilisé assurance vie et PEA, donc elle a tout compris à la fiscalité. Et elle achète du World enfin, des trucs ultra larges. Comme ça, il y a de tout. Et si la bourse monte, elle montera forcément. Il y a pas d'Europe, il n'y a pas d'ETF européen, il n'y a pas d'ETF français. Alors en fait, elle Ah si, il y a a, le 50, il y a elle a l'Amundi l'Amundi 1750. ES50, donc il y a un peu d'Europe. Il y a un tout Il y a petit peu de, d'Europe, ça doit être il y a de 5%. toute façon de l'Europe puisqu'elle a Oui, évidemment, dans du le World. World. Il n'y a pas beaucoup d'emerging dans le MSCI World et c'est peut-être pour ça qu'elle a rajouté un peu d'emerging. Et de la même façon, dans le MSCI World, il n'y a pas beaucoup de small cap. C'est en mettant du Russell, elle a rajouté de la small cap. C'est quand même réfléchi, hein. Il y a Ça s'est pas fait au hasard, hein. il y a une volonté effectivement de diversification et de tenter différents produits, mais sinon on arrive à un résultat qui est bon, qui est de dire j'ai investi dans des enveloppes fiscales intéressantes en bourse à long terme. Donc chapeau. Moi je dis si déjà tout le monde pouvait faire ça, on aurait C'est fait un clair, grand pas pour l'humanité. c'est clair. Je suis complètement d'accord. Euh, Top. On va passer aux questions. Bruno dit il va y avoir du sport dans les ménages ce soir. Alors petite anecdote rigolote. Il y a beaucoup d'hommes qui cachent ce qu'ils font en bourse à leurs femmes, ce qui est très dommage. Et ils font ça parce qu'ils veulent s'épargner des remontrances quand ils font des bêtises. Hum, Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de fixer des règles que vous allez respecter. Et de dire à votre femme, par exemple, je fais de la bourse, je fais des trades tous les jours, mais si je perds plus de 3 trades ou si je perds plus de X% du capital dans la journée, j'arrête. Et ben, le bonheur, c'est d'arriver à la fin de la semaine. Imaginons qu'on ait fait la pire semaine de bourse de notre vie, qu'on a perdu toute la semaine, qu'on a que enchaîné les pertes, mais tout en respectant les règles.
Et ben, le jour où notre femme vient nous voir et nous dit, voilà, à cette semaine, comment ça s'est passé pour toi? Tu lui dis, j'ai fait la pire semaine de ma vie. Là, elle te dit, OK, donc tu as cramé ton compte, tu as perdu 80%. Ah non, j'ai respecté mes règles, j'ai pris mes stops, j'ai pris des baffes, mais j'ai réussi à respecter mes règles et à suivre mon money management. Donc, je suis toujours dans les clous. Et si elle peut se satisfaire, non pas d'un gain ou d'une perte, mais du respect des règles, alors il y a la possibilité peut-être de réfléchir à une gestion en duo où le rôle de la femme n'est pas simplement le rôle de bobonne qui vient taper sur les doigts du mari qui a cherché à faire 10 000, mais un rôle de complément, de couple, un travail d'équipe. Exactement. Et je pense que tu évoques un point intéressant. Les traders professionnels, en fait, sont rarement net long et sont rarement longs sans aucune sécurité. Donc, ils ont des stop loss, ils se couvrent, ils vont peut-être être long et short en même temps. Ouais. Donc voilà, ne refaites pas ça chez vous parce que c'est pas évident. On passe aux questions parce qu'on a largement dépassé déjà. Vas-y, Merci de vas-y, ta patience, continue. Nicolas. Continue. Merci pour votre patience. William veut savoir, c'est la question qui a le plus de votes, hein, donc je les prends Ouais. dans l'ordre, il n'y a pas de surprise. Est-ce que c'est mieux d'investir en ETF via un PEA ou une assurance vie? Les deux sont bien. Les deux sont S'il bien. fallait commencer par un, peut-être, si on n'a ni l'un ni l'autre, tu commences par quoi? Bah, en fait, le PEA est bloqué sur 5 ans, l'assurance vie sur 8. Corrige-moi si je me trompe. C'est ça. C'est l'avantage fiscal. Alors, les retraits sont libres, mais on perd l'avantage fiscal. C'est ça. Donc en fait, bon bah voilà, le PEA t'es bloqué 5 ans, l'assurance vie 8 ans, donc j'irai plus C'est facilement vite sur vu, le ouais. PEA. Je, tu vois, moi je suis pas vendeur d'assurance vie pour deux clous. Du coup, je sais même pas s'il y a un avantage aujourd'hui à avoir une assurance vie plutôt qu'un PEA quand on fait de la Oui, bourse. il y a un plafond au PEA qui est de 150 000 euros de Oui, voilà, versement. Donc, c'est ça. alors que l'assurance vie, tu peux avoir 50 millions dedans. C'est donc le Euh, plafond. Donc remplissez vos PEA et votre compte titre, et puis une fois que les deux seront blindés, on parlera d'optimisation fiscale avec de l'assurance vie. Oui, parce qu'il y a quand même un point qui est important. L'assurance vie, il y a toujours des coûts associés d'enveloppe. Et en plus, sur un compte titre, généralement, il y a zéro frais. Encore Et une vous aurez fois, accès. c'est le profil. Si tu veux le lâcher à tes enfants, il faut une assurance vie, parce que frais de transmission zéro. Si tu as 30 Exactement. ans, si tu 30 ans, cette notion de transmission Ouais, à tes enfants importera moins. c'est clair. Donc, le compte titre, il ne faut pas l'oublier parce qu'il y a des ETF aujourd'hui qui coûtent 0,01%, 0% même. Alors, ça existe plutôt aux États-Unis, mais ça arrive en France. Ouais. Donc, un point de base ou 5 points de base. Et vu que vous ne payez aucun frais courant, je pense qu'il ne faut pas oublier et mettre le compte titre de côté. On passe à la prochaine question Alors, de Thierry. Eric, Dis-moi. Eric dit assurance vie n'est pas bloquée pendant 8 ans, c'est fini tout cela avec le PFL à 30%, quelle que soit la durée. C'est pas Oui, bloqué, c'est juste oui, que l'avantage fiscal, c'est pas bloqué, mais c'est que l'avantage fiscal, quand on retire avant 8 ans, on paye les on n'a pas l'avantage 30% fiscal. on paye les 30% de plus-value. Donc, Exactement, exactement. Mais c'est bien de rectifier parce qu'il y a eu ouais, un amendement même qui est passé après parce qu'en fait, on s'est rendu compte que ça créait quelque chose d'un peu bizarre quand même. quelqu'un dit je suis Prochaine pour question de assurance Thierry. vie. Y a-t-il des Ouais. ETF à dividendes? Est-ce qu'il y en a que tu aimes particulièrement? Est-ce que c'est une bonne idée pour générer des revenus passifs? Mais en fait, quand tu achètes un ETF sur le CAC, tu touches les dividendes du CAC qui sont réinvestis dans ton ETF. Alors, il faut faire attention, il y a des ETF qui ne réinvestissent, il y a des ETF qui réinvestissent, d'autres non. Donc distribuant ou à réinvestissement. C'est ça. Et oui, il existe des ETF sur la France, l'Europe ou les US qui réinvestissent l'ensemble des dividendes et qui sont donc des beaux produits de rendement à long terme. Il y a aussi des ETF qui distribuent leurs revenus. Il y a des ETF qui s'appellent les dividendes aristocrates, enfin les ETF dividendes aristocrates, Ouais, qui n'investissent que dans des sociétés qui versent du dividende depuis, je crois que c'est 25 ans, les ouais, 25 ans ouais, d'augmentation de dividendes. Donc tu vois, tu parlais des rouleaux compresseurs, là, enfin des ouais. valeurs de rendement. 25 ans, il y a même des valeurs, je crois que il y a une valeur, je ne sais plus laquelle c'est pas Coca, mais c'est quelque chose comme ça. J'allais dire Coca ou un truc comme ça. C'est quelque chose comme ça, il y a une valeur qui verse du dividende depuis 85 ans, mais Ouais, qui augmente son dividende chaque année. ouais, Et d'ailleurs, tout à l'heure, quelqu'un parlait de l'inflation et disait, voilà, attention, le graphique ne prend pas en compte l'inflation. Mais en fait, il ne faut pas oublier que le marché action aussi, c'est une couverture contre l'inflation, puisque les entreprises augmentent leurs prix. Euh, donc, quelque part, ça se reflète dans le cours de l'action.
Mais il y a des ETF, du coup, qui distribuent leurs dividendes. C'est les ETF, les dividendes aristocrates. Tu pourras taper ETF dividendes aristocrates Après, et tu voilà, verras. c'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'ETF dividende aristocrate, les valeurs vont moins monter, mais c'est ton rendement qui va faire monter tes prix, alors qu'un ETF valeur de croissance, tu toucheras Exactement. pas de dividendes, mais les cours vont exploser. Donc, C'est un arbitrage. De toute façon, il n'y a pas de, comme d'habitude, hein, il y a faut pas des de, deux. on n'a pas à tout. On n'a Faut pas des deux. l'argent du beurre, le beurre, etc. Prochaine question d'Antonin. Qu'est-ce que tu penses des robots advisors? On va pas citer de nom. Ah, écoutez, je ne demande qu'à ce qu'on me le prouve. Mais moi, ça fait 20 ans que je bosse dans la bourse. Vous vous doutez bien que un peu connu, bah, on me propose dans les conférences, par email, sur Twitter, des dizaines de robots depuis des années. Je n'ai jamais vu un robot de trading, que ce soit sur les monnaies, les indices ou les cryptos, gagner à long terme. Vous trouverez des robots qui gagnent à court terme, vous trouverez des robots qui travaillent bien pendant cette période. Tous les robots sur lesquels j'ai fait des tests pendant plusieurs semaines, plusieurs mois qui fonctionnaient bien, ensuite je les ai testés en réel avec du vrai argent, jusqu'à un jour où il se passe quelque chose sur le marché que le robot n'a pas l'habitude de voir, et ce jour-là, vous perdez 90%. J'ai Voilà. vu des robots qui font 99,9% de gains. Le 0,001 explose le compte. Donc on voit toutes sortes d'offres en ce moment, des charlatans vendent des robots sur les cryptos, sur les actions, des trucs automatiques, blablabli, blablabla. N'y allez pas. Investissez de l'argent, cherchez pas des Pas trucs du long terme. automatiques farfelus. S'ils avaient des robots qui fonctionnaient, vous croyez qu'ils feraient tourner un fonds d'investissement avec 50 millions dessus ou qu'ils vous en vendraient 50 balles sur Facebook? Voilà, ça c'est toujours l'argument, je pense. Voilà. D'ailleurs, un des fonds les Ouais, plus mythiques, c'est Bridgewater, qui fait, je crois, 50% de rendement, enfin de TRI depuis sa création. Donc, et c'est un fonds dans lequel il n'y a que les employés et les fondateurs du fonds peuvent investir. C'est un fonds qui est fermé au public. alors Pour quelqu'un plusieurs dit, raisons, mais voilà, ça en dit long sur ils vendent pas leurs recettes. Et je pense que pour préciser la question, en fait, la question c'était sur les robots advisors, donc c'était les Nalo, les Yomoni de ce monde. mais ça, c'est pas des robots, Ça, c'est du passif, en fait. Enfin, on essaye de faire croire que derrière, c'est un robot intelligent, machin truc. En fait, c'est juste une arborescence, hein. Tu as rempli tes cases sur Nalo, sur YouMoney ou autre. Tu as dit, j'étais là, je veux mettre tant de côté, je veux machin. T'as pas un robot qui t'a fait un truc sur mesure, hein. ils tirent une alloc Ils ont standard, en été fait. chercher dans les arborescences. Ils ont dit, alors t'as répondu oui, là, non, là, oui, là. Bon, bah, la case, elle est là. Ça s'appelle pas un robot. Alors aujourd'hui, on dit Robo Advisor, ça fait classe, machin truc. Non, t'es juste la case Jean-Michel DCA, faible perte, donc je t'ai mis ça dans ton assurance vie. Voilà, faut savoir que c'est une très bonne solution si on veut rien faire. Après, si on veut faire un tout petit peu, ben, en fait, on achète quelques ETF. Bon, voilà, Bah, on économise 0,5% par an de frais, ou 0,6, je sais plus, de ouais, gestion. C'est toujours, faut mieux les avoir dans sa poche que les donner à quelqu'un. bah, Nalo et Yomoni, forcément, ils ont tous des chiffres de folie, puisque de toute façon, depuis 18 mois, tout explose. Bien sûr. Mais bon, c'est le marché, quoi. Ils font le Mais marché. tout Donc, explose. Donc, euh, donc tu te dis que tout le monde est un génie. Et c'est dans la prochaine phase de baisse où on va voir, comme le disait Warren, qui se baigne nu. Quand la mer se retire, on voit qui se baigne nu. on va voir. On va voir qui se baigne nu. Donc Prochaine les question. robots advisors, voilà, c'est pas mal, mais voilà, c'est du nivellement. On veut quelque chose de médian, de moyen, d'habituel, pas de caractéristiques, qui va faire, qui va répliquer la perte de l'indice à très long terme, et on va pouvoir dormir tranquillement la nuit Exactement. sans le faire. Oui, j'y crois. Oui, je trouve que cette sélection de simples profils, de produits d'assurance vie de long terme peut être une bonne idée. Exactement. Faut pas oublier que ça permet à des gens de se lancer et donc finalement c'est vraiment une vertu de ces en quelques clics on peut souscrire etc. Donc c'est quand même les Mm. avantages. Karim veut savoir dans une stratégie lazy, est-ce qu'il y a Ouais. un réel intérêt à essayer de couvrir l'ensemble du marché en complément du MSCI World avec du emerging markets, des small caps, etc. Alors, on va pas couvrir du MSCI World avec du emerging ou du small cap. Il faut savoir qu'historiquement, depuis 10 ans, le emerging market sous-performe les autres. Et depuis un an, il y a la Chine dans le emerging. Du coup, l'emerging se fait défoncer parce que la Chine se fait défoncer parce que son gouvernement défonce ses propres actions. Et c'est pour ça que
qu'à titre perso, jouer les émergents en se disant oui, quand il y a la croissance, c'est les émergents qui cartonnent, pour moi, c'est un risque. Parce que les émergents, tu as des crises, parce que les émergents, tu as des crises monétaires, tu as des crises sociétales. Quand c'est le bordel en Turquie, quand il y a une crise au Venezuela. On le voit avec la lire là qui s'envole, Ben oui. qui s'écrase. Donc les émergents, c'est se dire je vais me diversifier parce que je pense qu'il peut y avoir des poches de croissance dans ces pays-là. Il vaut mieux se renseigner sur le pays en question et voir s'il n'y existe pas un leader en quelque chose, plutôt que de se dire je vais acheter des émergents, parce que dans les émergents, c'est un fourre-tout. Il y a de tout et de n'importe quoi. C'est clair. D'ailleurs, je pense que les émergents, ou même les marchés frontières, qui sont les marchés encore plus émergents que les émergents, Ouais. c'est peut-être des marchés où de la gestion active a du sens, parce que là, on peut aller il y a des inefficiences de marché fortes, et comme tu as Ouais. dit, il y a des boîtes qui vont très bien marcher, même dans un trend très négatif. Ouais. Prochaine question de Jean-François. Bon, la question, je pense que la réponse va être assez évidente. Quelle est la meilleure plateforme pour commencer en bourse? Je me demande si Jean-François bosse pas avec toi. Moi, je suis pas censé vous dire que telle plateforme est meilleure qu'une autre. On peut en citer trois. On peut en citer trois qui sont bien. Donc, on va se dire qu'on est un investisseur français, qu'on a envie d'ouvrir un compte chez un courtier avec des bureaux en France, parce qu'on trouve ça important. Vous allez avoir du Boursorama, qui est simple, facile, mais un peu cher. Vous allez avoir du Bourse Direct, qui est un peu plus pour les traders actifs et un peu moins cher quand on passe des gros ordres, mais qui est un peu désuète, un peu vieillotte. Et après, on va avoir... alors pour moi, il faut fuir toutes les banques parce qu'elles sont extrêmement chères. Par contre, il y a une banque qui a une offre qui tient la route, c'est Crédit Agricole Investor Intégral. Ils ont les ordres de bourse à 0,09%. Et en plus, ils offrent ProRealTime, qui est la plateforme graphique que j'adore. Donc, c'est pas mal du tout quand on veut faire un PEA ou un compte titre. Après, si la question était plus spécifique d'ouvrir un compte, que ce soit PEA ou compte titre, pour faire du dollar cost average, aujourd'hui, moi, il y a un courtier sur lequel on est en train de devenir partenaire avec Zone Bourse. Et pour vous dire la vérité, j'étais aujourd'hui même avec Zone Bourse et avec le PDG de Trade Republic. Trade Republic, c'est un courtier allemand ultra sérieux qui vient de fêter son million de clients en l'espace de 2 ans. C'est la plus grosse fintech européenne. Ils ont levé 900 millions de dollars. Ils sont pros, la plateforme est bien, on ouvre le compte rapidement. J'ai moi-même ouvert un compte Trade Republic récemment et je suis moi-même en train de commencer un dollar cost average sur Trade Republic. Et je crois que ça s'appelle les plans épargne chez eux ou quelque chose comme ça. Exactement, plan d'investissement programmé gratuit. Voilà. Voilà, on salue Mathias, qui dirige Salut le Trade Mathias. Republic en France. Voilà, fait plaisir à Mathias. Et d'ailleurs, on peut suivre son Trade Republic sur Finari, évidemment. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une innovation hyper intéressante. Il y a eu plein de, il n'y a pas eu beaucoup de nouveaux courtiers en France pendant longtemps, en Europe. Et là, Trade Republic a une stratégie qui est extrêmement intéressante. Et le PEA arrive. Donc, tu vas pouvoir faire un PEA en DCA sur du long terme chez un courtier qui a des bureaux en France et qui est régulé par la BaFin en Allemagne, qui est une super régulation. Ça va faire très mal, je pense, sur le marché. Bah, j'ai jamais vu un courtier ouvrir autant de comptes de toute ma carrière en 20 ans. Ah non, c'est exceptionnel. J'ai ouvert mon compte en 10 minutes sur mon téléphone. C'est quand même... c'est vrai qu'on oublie, mais c'est... Voilà. Et alors, d'ailleurs, il y a des études qui prouvent que la simplicité, c'est un des facteurs clés pour enlever les barrières de l'investissement. Bon, bah voilà, 5 minutes, 10 minutes. Vincent dit quid d'eToro. Bah, en fait, eToro, c'est un courtier où vous n'avez pas l'investissement programmé et où les entrées de capital, les sorties de capital, les frais sont extrêmement chers, les spreads sont extrêmement chers, vous vous faites défoncer d'un bout à l'autre. Est-ce que tu peux expliquer quoi les spreads J'ai été client d'eToro. Ça veut dire que quand tu veux acheter le 440 entre 4700 et 4701, entre l'achat et la vente, bah eux, ils vont te mettre 4700, 4702, ils vont se prendre 2 points à la vente. Du coup, ils vont se prendre le double de ce que tu aurais dû payer chez un autre courtier. Quand tu vas mettre de l'argent, ils vont se prendre 0,5% du montant total que tu déposes. Donc, tu balances 100 000, les mecs, ils te prennent déjà 500 balles. Tu reprends tes 100 000, ils te reprennent 500 balles.
Je l'ai fait, hein, donc je peux te dire que je l'ai eu mauvaise. Donc pour moi, eToro, bien moins chaud que Trade Republic. Sur Trade Republic, on peut passer des ordres de 50 000 euros. C'est 1 euro l'ordre. J'ai jamais vu ça. Ah, En ça, c'est fait, incroyable. chez pas mal de courtiers, notamment De Giro en Hollande, il y a Ouais. quelques années, ils avaient fait l'ordre à 1 euro. Et, Mais c'est vraiment pas très cher l'ordre et sur tu 2 te euros. disais, c'est pas cher, nanana. Sauf que ça dépendait des montants. Alors Bien que sûr, là, ouais. chez Trade Republic, c'est 1 euro, quel que soit le montant. Donc, si vous avez 50 000 euros à placer par ordre, Comment Trade Republic vit, dit Julien. Trade Republic vit de c'est 1 euro. Elle vit aussi d'une rémunération de la bourse allemande qui est contente parce que Trade Republic lui envoie des millions d'ordres. Et la société vend aussi son order flow, c'est-à-dire le flux de ses clients sur les différentes valeurs, qui est quelque chose d'autorisé et fait par la plupart des courtiers de la planète. exactement. La seule condition pour que ça soit autorisé, c'est que que l'exécution soit meilleure grâce à ça. Donc, c'est quelque chose qui est très commun en Allemagne, qui se voit beaucoup moins en France, mais ça fait partie du business model de Trade Republic. Juste un petit hack, si vous voulez économiser sur les spreads. En fait, si vous passez des ordres pendant les heures de marché normales, vous allez avoir très peu de spread sur Trade Republic ou partout d'ailleurs. Si vous passez un ordre à 22 heures sur Trade Republic, en fait, y a pas, le marché est fermé et donc c'est une place, c'est quelqu'un derrière un broker qui va vous faire le marché. Et donc forcément, vu qu'il prend un risque, il va vous prendre plus cher, donc il y aura plus de spread. Donc si Alors, vous voulez passer des ordres, passez-les pendant les heures d'ouverture des marchés. Ça vaut pour tous les courtiers, pas que Trade Republic. Rudy dit, j'ai comme l'impression d'une copie-cut de FTX en crypto, ou bien l'inverse, hein, puisque c'est des personnes aussi de chez Oui, FTX FTX, qui c'est quand même sont plus chez les Trade produits Republic. dérivés. C'est quand même plus les produits dérivés. Norone me dit Euronext, marché suisse, marché américain, mais Norone, ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder sur Google, hein, parce que je suis pas un vendeur de Trade Republic. Vous avez la liste qui est sur leur site, vous avez toutes les ETF et les actions. Je crois qu'il y a 8500 produits disponibles, donc vous devriez trouver quelques trucs à faire. Bon, Euh, Allez, on avance. on Vas-y, avance, Trade Republic. On salue Trade Mathilde Republic, qui a un c'est super fait, on boulot. sait que c'est bien. On sait que Zone c'est bourse, on bien, il y en sait a que c'est d'autres. fait, on sait que c'est bien. Voilà, il y a plein d'options. Bref, il y a pas d'excuse pour pas y aller. Exactement. Alors, la question. euh, Et tu sais, tout à l'heure, quand on a dit est-ce que c'est pas risqué de commencer un DCA maintenant alors que les marchés oui, viennent d'exploser? Eh ben, j'en ai conscience et c'est pour ça que je voulais commencer une nouvelle émission à partir de janvier ou mars 2022 dans laquelle je montrerai mon DCA à moi débuter tout en haut des marchés. top. Encore une Pour, fois, la pour dire, transparence avant tout. ah bah vous pensez qu'on est au plus haut des marchés, vous pensez que ça peut que baisser? Bah moi je vais commencer un DCA comme ça, si ça baisse, j'achèterai moins cher. Donc, Jean-Laurent veut savoir pourquoi ne pas investir dans les indices? Es-tu contre les ETF? Je pense que tu l'as prouvé, tu n'es pas du tout contre les Non, ETF. Doit-on démarrer un DCA maintenant ou attendre que les marchés redeviennent plus stables? on n'attend jamais. Nous demande Anthony. On n'attend jamais. On On n'attend commence. pas. Laurent, ne faut-il pas attendre un mini crack avant d'investir en ETF? Mais tu vois, Question sur les... pour te donner un exemple, je comptais faire une chose, moi. Je comptais verser 1000 euros par mois sur mon compte Trade Republic et en investir 500 en DCA en disant les 500 qui sont à côté, je les garde, c'est une poire pour la soif si les marchés perdent 20% demain. Donc de me mettre à acheter tous les mois, mais en gardant 50% de ma liquidité, comme ça, si à un moment donné la bourse perd 20%, je dis bam, allez, je double parce que j'avais des liquidités de côté C'est malin, ouais. et je voulais les mettre. J'ai un graphique que j'ai pas sous la main là, mais à l'occasion, je te l'enverrai. Tu peux le partager sur Twitter. Vous pouvez suivre Nicolas sur Twitter, évidemment. C'est un graphique qui montre la performance d'un investisseur qui attend que le marché perde 5% pour passer à l'achat. Et alors, il surperforme ou pas? Et il se fait complètement défoncer. Dans les années 70-80, il y a des périodes de bourse où pendant 5 ans, la bourse a jamais perdu plus de 5 ou 10%. Donc le mec qui attendait des baisses de 10% pour rentrer, il n'est pas rentré pendant 5 ans. Il avait sa valise de cash prête. Et d'ailleurs, ça rejoint un peu la question de Thierry qui veut savoir si on a un gros capital à investir, faut-il mieux investir tous les mois ou investir en un seul coup? Sache que statistiquement, Thierry, tu gagneras plus à investir tout d'un coup.
Après, c'est entre les stats et la vraie vie dans laquelle on a des émotions et on n'est pas un ordinateur. C'est ça. Voilà. Mais statistiquement, tu gagneras plus à investir tout maintenant. Oui. Après, voilà. À chacun de voir si il préfère pas Mais dormir tranquille. c'est là où il y a la notion de profil et la notion de Exactement. sur-mesure. À titre personnel, même si je dis qu'il faut commencer dès maintenant à investir et que même moi je le fais à titre perso, si je venais par exemple de vendre une boîte que j'avais mis des années à vendre à un très bon prix, je n'investirais qu'une partie et je prendrais le temps de me former et je commencerai à faire du DCA. Parce que je serais pas à l'aise et je pourrais pas dormir de me dire que je viens de bosser pendant 10 ans pour réussir à avoir une somme, mais que cette somme est à risque, les marchés perdent 20% demain. C'est clair. Or, Même pour si sur le moi, long terme, tu seras probablement ouais, mais gagnant, le fait de dormir bien est devenu important pour moi. ça vaut cher. Et je ne l'ai compris que ces dernières années. À force de voir que des semaines, bah, j'étais énervé. J'avais pas passé de temps avec ma femme. J'aurais pu sortir un soir plutôt que d'être resté comme un abruti à trader le S&P. Et quand j'ai vu tout ce que la volonté d'optimiser mes gains m'avait fait faire comme perte en temps et en argent, je me suis dit, purée, faut vraiment arrêter, quoi. D'ailleurs, on pourrait vous le montrer sur Finari. On a fait quelques analyses pour des utilisateurs pour tester des choses. Et on s'est rendu compte que, voilà, tout à l'heure, tu as parlé d'un courtier. On a analysé les trades sur ce courtier. 90% des utilisateurs Finari qui ont connecté ce compte sont perdants. On va finir, et Intéressant. on a largement dépassé, on va finir sur un sujet qu'on n'a pas du tout abordé, c'est la crypto. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner ton avis sur la crypto? Est-ce que toi-même tu investis en crypto? Voilà, comment est-ce que ce marché t'intéresse? Alors, ce marché m'intéresse. En 2017, j'étais un vieux boomer et je pensais que c'était une bulle et que ça valait zéro. J'avais fait quand même un très beau BFM en décembre 2017 pour dire qu'on était à ce moment-là dans une euphorie totale, dans une bulle et que ça allait éclater. Et que selon moi, il fallait faire un parallèle entre l'an 2000 où on a eu l'éclatement de la bulle des valeurs tech et l'an 2017 où on a eu l'explosion de la bulle crypto. En fait, là où les valeurs tech, il y en avait 1000 à l'époque et il y en a 10 qui sont devenus des leaders mondiaux 20 ans plus tard, Non, Amazon. eh bien, les cryptos, c'est la même chose. Il y avait besoin de nettoyer, il y avait besoin d'un crack post-2017 et sont en train possiblement d'émerger certains projets, protocoles, leaders pour les années à venir. Donc, oui, je trouve que les cryptos, c'est intéressant. Historiquement, je suis sur les actions, mais depuis 2 ans, je dis que pour moi, un investisseur curieux qui continue d'apprendre toute sa vie, parce que quand on est un investisseur, on est un écolier, on apprend, on n'a pas de certitude ni d'ego. Faut Oui, il pas faut être. s'adapter en plus aux nouveautés, il faut En évoluer avec son temps en fait. 2018, 2019, j'ai vu des gens en parler des cryptos. Je me suis dit, c'est pas possible. Il y a un écosystème qui est en train de se créer. Il y a des boîtes qui sont en train de se créer. Il y a une capitalisation boursière qui monte. Il y a une adoption. Il y a quelque chose. Il y a un mouvement. Donc, c'est pas juste une bulle de Kikoulol de 2017. Il y a un truc plus grand derrière. Et pour moi, voilà, un investisseur moderne peut avoir 10 à 15% de son equity en crypto. Par contre, j'irai jamais au-dessus de 20% à titre personnel. Ok, et si on va plus dans le détail, tu as quoi? Tu as du Bitcoin, tu as de l'Ethereum, tu as du Que Shiba. j'ai jamais touché rien d'autre que les quintés de tête. Donc c'est à 90% Ethereum Bitcoin et de temps en temps un petit fantôme, un petit Cardano, des trucs sur le côté, mais Solana. Mais non, non, moi, les cryptos, c'est du DCA à long terme. Je sais pas ce que ça fera demain. Je sais pas si demain, Musk va faire baisser le Bitcoin de 15%, de 30% ou pas. La seule chose dont je suis intimement convaincu, c'est qu'il y a une adoption aussi rapide qu'Internet en 1997 et que dans les années qui viennent, on va vers une numérisation, on va vers une vie digitale, on va vers le metaverse et que dans toutes ces choses-là, on paiera en crypto. C'est fort. C'est une belle façon de conclure. Il y a des gens qui demandaient des plateformes. Donc, il y a des plateformes qui sont régulées en France. J'en citais plusieurs, Just Mining, Bitpanda, CoinHouse. Il La faut plupart aller sont sur disponibles. le site de l'AMF. Tu tapes dans Google, tu tapes AMF PSAN, PSAN. PSAN, et On va mettre le lien. Il y là, a tu une auras liste la liste blanche, c'est un de enregistrement. tous les courtiers. Il faut jamais sortir de cette liste. Voilà, Binance, par exemple, ne l'est pas. Ils sont en train de travailler dessus. Mais la crypto, je pense qu'effectivement. D'ailleurs, on en avait parlé aussi avec Benjamin Durand, le gestionnaire de fortune, qui nous disait ses clients avaient de la crypto. C'est un truc qui est vraiment arrivé dans les portefeuilles, qu'on soit investisseur débutant ou qu'on soit
une grande fortune. Je pense d'ailleurs que Bernard Arnault et compagnie ont de la crypto, c'est sûr, de façon indirecte et probablement en direct. Écoute, Nicolas, ça fait 1h30, tu vois, qu'on parle. C'est la passion, ça, c'est la passion. C'est la passion, effectivement. On a été emporté par un élan d'informations. Merci d'avoir partagé autant de choses. Merci d'avoir partagé tes connaissances. De rien, avec plaisir. Merci à tous pour vos participations, vos questions, vos réponses, vos remerciements. C'était très sympa. C'était vraiment très cool. Je vais ouvrir il y a un sondage auquel vous pouvez déjà accéder normalement à côté des questions. Et vous pouvez voter pour la fonctionnalité qu'on ajoutera aux alentours du jour de Noël. Donc, vous savez que sur Finari, on travaille tout le temps avec nos utilisateurs. Nicolas, toi, quand tu as testé Finari, tu m'as fait une liste de courses longue comme le bras d'amélioration. Donc, j'étais content, mais en même temps, j'étais un peu, j'avais la goutte au front. Bon, on a sorti une partie des choses, mais il y en a encore plein d'autres. Donc, votez pour ce qui vous intéresse. Allez sur notre communauté, vous pouvez discuter avec d'autres investisseurs de finance, mais aussi de Finari. Je rappelle que Finari vous permet de suivre votre patrimoine gratuitement sur app ou sur web, finari.com ou sur l'App Store. Ça arrive très bientôt sur Android. Merci à tous pour votre participation. Merci à tous pour vos questions et pour vos interventions dans le chat. C'était top. Faites un petit coucou à Nicolas. Dites-lui... Voilà, il y a déjà plein de remerciements, c'est top. Tout petit détail avant que vous partiez, les gens, il faut s'inscrire à ma newsletter gratuite sur nicolaschéron.fr. Parfait, on va mettre un lien aussi de ça. Vous avez aussi quelques devoirs après ce talk. Le talk sera diffusé demain sur notre chaîne YouTube si vous voulez le revoir. Si vous voulez peut-être aller récupérer la liste des meilleures valeurs de Nicolas. Il y avait du SKR dedans, voilà, c'est ce dont je me souviens. Merci à tous. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour un Finari Talk un peu spécial. Je vous en dis pas plus, mais on communiquera bientôt sur le sujet. Nicolas, écoute, je te souhaite des bons investissements. Merci beaucoup, mon cher. Et à bientôt. À très bientôt, avec plaisir. Allez, bye bye à tous. Merci. Au revoir.